Alors, on avait énoncé la notion de convergence au sens de Benjamin-Ishram pour des graphes discrets. On va donner quelques exemples. On avait aussi démontré que ça implique la convergence au sens faible des mesures spectrales empiriques. Alors peut-être l'exemple le plus simple qu'on avait déjà vu, c'est si on prend un graphe discret qui est un rectangle de taille n croix m. On avait vu pour des carrés, mais c'est n'importe quel rectangle de taille n croix m. Ça converge au sens de Benjamin-Ishram vers donc le graphe limite, il est déterministe et c'est là j'ai écrit en dimension 2. Le graphe limite c'est Z2 muni de l'origine. Donc là c'est un exemple de limite déterministe. Deuxième type, en fait on va voir que dans un grand nombre d'exemples, la limite est déterministe. Si je prends une suite de graphes déréguliers, dérégulier, ça veut dire que tout sommet a le même nombre de voisins, noté D. Si la systole tend vers l'infini, la systole, c'est la longueur du plus petit chemin fermé non trivial. Bon, le mot systole, ça vient de la géométrie riemannienne, mais en théorie des graphes, ça s'appelle la maille, ou en anglais, c'est le mot girth. Et ben dans ce cas-là, ça veut dire que donc le fait que la plus petite courbe fermée non triviale ait une longueur qui tend vers l'infini, ça veut dire qu'au voisinage de tous les points, pour n assez grand, la boule de rayon R, c'est un arbre régulier de diamètre de rayon R. Donc ça veut dire, encore une fois, que la convergence au sens de Benjamin-Ishram est déterministe. Toutes les boules ont la même géométrie locale. Et la limite, c'est un arbre régulier de valence D. Et en fait, je n'ai même pas besoin de supposer que la systole tend vers l'infini. Si vous vous souvenez, il suffit que ça soit vrai pour presque toutes les boules. Le fait que Donc en fait, il suffit de supposer que, quel que soit le rayon R, le nombre de chemins, alors je vais appeler ça tout de suite des géodésiques. De longueur plus petite que R, il suffit que ça soit. J'ai pas besoin que ce nombre soit nul, il suffit que ça soit petit o de la taille du graphe. Et ce que je vais appeler des géodésiques sur un graphe, c'est comme dans les années précédentes, c'est des chemins sans retour arrière. C'est-à-dire que c'est des chemins où quand je me déplace sur les arêtes du graphe, après avoir franchi une arête avec une orientation, je n'ai pas le droit de revenir en arrière de manière triviale la fois suivante.
Alors, un autre cas, je vais supposer, c'est pour sortir un petit peu du cas des graphes réguliers, les deux premiers exemples étaient des graphes réguliers. Un autre cas, c'est si je pars d'un graphe fini, mais pas forcément régulier, et je l'écris en fait comme un arbre quotienté par un sous-groupe du groupe d'automorphisme. Donc gamma, c'est un sous-groupe du groupe d'automorphisme et qui agit sans point fixe sur les sommets. Agit librement. Autrement dit, ce que je veux supposer, c'est que G tilde, c'est le revêtement universel d'un graphe fini. Et maintenant, je vais prendre gamma n, une suite de sous-groupes du groupe d'automorphisme de G tilde, toujours agissant librement sur les sommets, mettons. Et je vais prendre Gn, le quotient de G tilde par gamma n. Les propositions, c'est que si la systole tend vers l'infini, alors, encore une fois, là, les graphes Gn convergent au sens de Benjamin-Ishram. Et la limite, alors le graphe est un peu plus aléatoire que le précédent, mais pas encore très aléatoire, parce que, en fait, je vais appeler D un domaine fondamental pour l'action gamma sur G tilde. Donc D, c'est un ensemble fini de sommets de G tilde dont les translatés par gamma forment un pavage de G tilde. Et la limite, en fait, c'est une moyenne de masse de Dirac. Le graphe limite, c'est toujours G tilde, mais par contre, on moyenne sur tous les sommets dans un domaine fondamental. Donc géométriquement, c'est toujours le même graphe limite, mais par contre, la racine est aléatoire dans un ensemble fini. Alors, oui ? On suppose une sorte de convergence de gamma n vers gamma dans ce cas-là ? Non, justement, en général. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, la systole, c'est aussi le rayon d'injectivité. C'est aussi le rayon d'injectivité minimal. Et il y a. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le rayon. Qu'est-ce que ça veut dire en fait que la systole tend vers l'infini ? Là, j'ai vraiment juste supposé que j'ai des. Voilà, G tilde, c'est le revêtement universel d'un graphe fini, mais a priori, les Gn ne sont pas forcément même des revêtements du premier graphe. Le dire que la systole tend vers l'infini, petit exercice, ça revient à dire qu'il existe un point dans ce domaine fondamental D et non, il faut que je dise la contraposée. Dire que la systole ne tend pas vers l'infini, c'est dire qu'il existe un point dans le domaine fondamental et une suite d'entiers qui tend vers l'infini.
telle que la distance entre x et GNI-1 gamma NI GNIX reste bornée. Avec gamma NI qui est un élément du grand gamma NI et GNI qui appartient à gamma. Bon, c'est juste un petit jeu d'écriture. Hein. Et il faut que je suppose que cet élément... voilà, ça veut dire je peux trouver une suite... Dire que la systole tend pas vers l'infini, je peux l'écrire comme ça. Il y a un point dans ce domaine fondamental fini, une suite d'entiers, des gamma NI dans le grand gamma NI non triviaux, dont les conjugués par un élément de gamma translate x à distance bornée. Alors ça, c'est une écriture, ça c'est très général, cette écriture, et assez souvent, le cas plus fréquent qu'on trouve dans la littérature, c'est le cas où les gamma n sont... donc gamma n plus 1 est un sous-groupe de gamma n qui est lui-même un sous-groupe de gamma. Et en plus, ils sont distingués. Alors dans ce cas, cette condition peut s'écrire de manière plus simple en fait. Dans ce cas, dire que la systole tend vers l'infini, c'est équivalent à dire que l'intersection des gamma n est réduite à l'identité. Mais ça, c'est plus... Et dans ce cas particulier-là, en fait, c'est pas très dur de montrer que c'est forcément ça la limite. Parce qu'en fait, les graphes sont tous des revêtements finis. Enfin, dans ce cas-là, Gn plus 1, c'est un revêtement fini de Gn. Et dans ce cas-là, la proposition est plus facile à démontrer. Dans le cas général, je peux juste dire comment on le démontre. C'est un argument que j'ai trouvé dans un article de Louis Bowen, mais je ne sais pas s'il est à l'origine dû à lui. Je peux juste dire comment marche l'argument sans faire les détails. Ça passe par la notion de mesure unimodulaire. Donc, dans le cas général, l'idée de preuve que j'ai trouvée dans un article de Louis Bowen. Donc, notion d'unimodularité. Vous vous souvenez, on a affaire, toutes les mesures qu'on regarde, ce sont des mesures de probabilité sur un ensemble que j'avais noté comme ça. C'était les graphes de valence plus petit que D et enracinés. Une telle mesure, elle va être dite unimodulaire. Si on a l'identité suivante, que l'intégrale alors je veux intégrer des fonctions maintenant où on prend, qui dépendent à la fois du graphe, donc
c'est une intégrale qui va... Donc, on intègre sur tous les graphes enracinés. Mais maintenant, la fonction qu'on intègre, c'est une fonction de 2 points. Non seulement de l'origine, mais d'un deuxième point. Et on fait la somme sur tous les x. Donc f... c'est une fonction sur ce qu'on appelle, on va le noter comme ça, maintenant c'est les graphes réguliers de valence O plus D, mais avec 2 points marqués, et pas seulement un point marqué. Et puis modulo isomorphisme. Donc le premier point marqué, c'est l'origine, et puis il y a un deuxième point. Donc unimodulaire, ça veut dire que si on choisit d'abord le premier, si on dit que le premier point c'est l'origine et qu'on somme sur tous les autres sommets, on peut aussi faire, ça dit qu'on trouve la même réponse si on le fait dans l'autre sens. On prend le deuxième point pour origine et on somme sur les sommets. Voilà. Et ça, mettons, pour toute fonction mesurable positive, par exemple. Ça, c'est la notion d'unimodularité. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait un graphe fini, non, justement pas enraciné, on avait dit que quand on partait d'un graphe fini, sans choix de racine, on peut en déduire, on peut construire une mesure sur les graphes enracinés simplement en choisissant la racine au hasard. Et ça, c'est justement un élément c'est une proba sur les graphes enracinés. Et en fait, les mesures qu'on obtient comme ça, elles sont toujours unimodulaires. Ça revient à dire que, ça c'est parce que j'ai mis la mesure de comptage, ça revient à dire que si je choisis d'abord O selon la mesure de comptage, puis X, si je fais dans l'autre sens, ça revient au même. Donc, en fait, de manière triviale, ces mesures-là sont... ce type de mesure est unimodulaire de manière évidente. Et l'unimodularité, ça passe à la limite sous la convergence faible. Donc si nu-G converge faiblement vers une limite, les nu-G étant unimodulaires, la limite va être aussi unimodulaire. Parce que c'est une condition fermée par passage à la limite. Autrement dit, les mesures qu'on obtient, les mesures qu'on avait notées P infini, qu'on obtient par des limites de Beniamini-Stram de graphes finis, elles sont toujours unimodulaires. Et ce que démontre Bowen, je ne sais pas s'il faut appeler c'est une proposition, on va dire,
Mais je ne sais pas en fait si c'est lui le premier qui l'a démontré. C'est simplement que je l'ai trouvé dans cet article de Bowen. Et en fait, tout à l'heure, on verra la définition de convergence de Benjamin-Ishram pour des espaces métriques plus généraux. Et la preuve de Bowen, elle marche pour des espaces métriques plus généraux des graphes. En fait, ce que dit, c'est que si G tilde est le revêtement universel d'un graphe fini, et dans le cas général, il faut avoir un espace métrique qui est le revêtement universel d'un espace métrique compact. Alors, il existe une unique mesure mu, mesure de proba sur les graphes enracinés, unimodulaire, et telle que je vais l'écrire de deux manières. Je vais l'écrire en langage probabiliste, je vais dire que nu presque sûrement le graphe G est isomorphe à G tilde. Autrement dit, la mesure sous nu de. Donc nu, c'est une mesure sur l'ensemble des paires, un graphe et une racine. La mesure de l'ensemble des paires G et origine telles que G soit isomorphe à G tilde est égale à 1. Donc, en fait, si j'ai le revêtement universel d'un graphe fini, et si j'ai une mesure portée de proba sur les graphes enracinés à laquelle je demande d'être unimodulaire et qui ne voit que des graphes isomorphes à G tilde, en fait, il y a une unique telle mesure et c'est justement celle qui est donnée par cette formule-là. Donc, nu. Je ne sais pas si vous voyez réellement quand j'écris aussi bas. Le nu, ça va être, c'est justement 1 sur le domaine fondamental de. Donc 1 sur D, somme des masses de Dirac en G tilde X. Donc vous voyez là, cette mesure-là, le graphe c'est toujours le même, la seule chose qui change c'est l'origine. Et donc il montre qu'il y a unicité, et là du coup, la raison pour laquelle forcément Gn converge au sens de Benjamin-Ishram vers cette limite, c'est que déjà la suite Gn, elle reste dans un compact, donc on peut toujours extraire des sous-suites convergentes, et en fait, comme la limite doit être unimodulaire et doit être presque sûrement isomorphe à G tilde, en fait on sait qu'il y a une seule limite possible. Donc en fait, ce que montre ce résultat, cette proposition, c'est que Gn a une unique valeur d'adhérence au sens de Benjamin-Ishram. Donc c'est vrai qu'en général, très souvent, les gens l'appliquent dans ce cas d'une suite emboîtée de sous-groupes normaux, mais en fait, c'est plus général. Est-ce qu'on ne va pas supposer quand même que tous les gamma L sont peut-être des sous-groupes de gamma? Non, non. A priori, il peut y avoir. Non, c'est ça qui est. Non, non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que G tilde, c'est le. Ils sont même pas forcément. Il y a plusieurs graphes, en fait. Il y a plusieurs Oui. graphes. Après, c'est. Non, on n'a même pas besoin de supposer ça. C'est parce que. C'est juste le fait de supposer que. Alors, le fait que la systole tend vers l'infini, ça veut dire que le graphe limite, il est toujours isomorphe à G tilde.
Et tu sais que la mesure limite, elle doit être unimodulaire et il n'y en a qu'une. Alors, je ne connaissais pas cet argument. Et voilà, je ne sais pas qui l'a... Bon, après, je pense... Oui, on n'a pas forcément envie toujours de supposer qu'on a une tour de revêtement, en fait. Je vais peut-être effacer là-bas. Donc là, vous voyez, pour l'instant, je suis toujours partie de suite déterministes de graphes, puisqu'on a dit que voilà, la convergence de Benhamini-Schramm, c'était une notion qui est définie quand on a une suite de graphes finis déterministes. Mais à partir de maintenant, là, les prochains exemples que je donne, ce sont des graphes aléatoires. Et donc, en fait, on va avoir convergence... Dans les modèles que je vais donner, on va avoir convergence au sens de Benhamini-Schramm presque sûrement. Mais au départ, la notion, elle est définie même quand on a une suite déterministe. Donc je vais donner deux mots, parler d'abord de graphes réguliers aléatoires. Et en fait, c'est le genre de modèle dont on parlera plus en détail dans les séances suivantes quand on parlera de la notion de convergence forte. Il y a le modèle de configuration. Je crois que l'année dernière, j'avais décrit peut-être 4 modèles différents. Là, je vais juste parler de 2 modèles. Donc, le modèle de configuration pour construire un graphe dérégulier aléatoire, c'est qu'on se donne n sommets, donc numéroté de 1 à n, et puis à chaque sommet, il y a d demi-arêtes qui sont elles-mêmes numérotées de 1 à d. Donc elles-mêmes, ces demi-arêtes, elles portent chacune des petites étiquettes. Ici, d égale 3. Et en fait, il faut que, pour que le modèle soit bien défini, il faut que n fois d soit pair. Et en fait, on fait des mariages parfaits entre les demi-arêtes de manière uniforme. Donc on apparie 2 à 2. On apparie 2 à 2 les demi-arêtes. Et on met la mesure uniforme sur tous les appariements possibles. Alors, dans ce modèle, si on le décrit comme ça, il peut y avoir éventuellement des boucles qui partent d'un sommet et qui reviennent à ce sommet, où il peut y avoir plusieurs arêtes entre 2 sommets. Soit on dit que ça ne nous dérange pas et qu'on garde ce modèle, ou soit on conditionne sur le complémentaire parce que c'est un événement qui a une probabilité qui s'approche ni de 0 ni de 1. Et en fait, ce qu'on avait vu l'an dernier, mais je pense que le calcul, je le referai peut-être la prochaine fois, on avait, en fait, si je fixe R, et si j'appelle YR, c'est une variable aléatoire, c'est le nombre de cycles, nombre de géodésites, je vais reprendre ce terme. Les géodésites, c'est des chemins sur le graphe, mais où une fois que j'ai franchi une arête, je ne peux pas le coup d'après revenir en arrière.
nombre de géodésiques fermés de longueur R. Alors ici, R est un entier. On est de toute façon sur un graphe, les longueurs sont entières. Donc je peux dire ici de longueur exactement R. Et on avait vu que l'espérance, donc ça dépend de n, on avait vu que l'espérance de YR à n'importe quelle puissance, c'est une suite bornée. Tous les moments sont bornés. En fait, le calcul qu'on avait fait, c'est que l'espérance de... On avait calculé les moments factoriels. Et ça, on avait vu que ça convergeait vers une limite finie qui est en fait lambda R. Alors, je ne sais pas si vous... Donc, si je calcule le moment factoriel d'ordre k, ça converge vers un certain lambda R à la puissance k. Et lambda R, c'est d-1 à la puissance R. Et après, ça dépend si je veux compter les géodésiques orientées ou pas orientées. Si je les calcule de manière non orientée, c'est divisé par 2R. Mais bon, là, pour l'instant, on n'a pas besoin... Donc ça montre en particulier la convergence des moments de factoriels. Ça, c'est quand n tend vers l'infini. Ça montre en fait que YR converge en distribution vers une loi de Poisson. Mais là, pour l'instant, je n'ai même pas besoin de ça, parce que le fait que les moments soient bornés, ça me dit que, presque sûrement, par exemple, si j'utilise le moment d'ordre 2 et que j'applique l'inégalité de Markov, ça me dit que la probabilité que YR soit plus grand que n'importe quel nombre, ça va être plus petit que une certaine constante divisée par m fois n au carré. C'est ça? Non. Ah oui, non, pardon, je voulais dire par m au carré. Ouais. Alors, ce qui m'intéresse pour la convergence de Benjamini-Schramm, c'est en fait, c'est le nombre de cycles rapporté au nombre de sommets. C'est plutôt pour la convergence de Benjamini-Schramm, ce que je veux montrer que YR divisé par n tend vers 0. C'est ça que je veux montrer. Et ça, voilà, je vais utiliser le fait que la probabilité que YR soit plus grande que alpha n, c'est un grand taux de 1 sur n au carré. Puis après, avec Borel-Cantelli, ça va me dire que YR... Donc là, j'utilise par exemple le moment d'ordre 2 borné. Donc le nombre de cycles de longueur R divisé par n tend presque sûrement vers 0. Ça veut dire que Gn tend presque sûrement, au sens de Benjamini-Schramm, vers l'arbre régulier. Donc presque sûrement, la limite est déterministe. Il y a un autre modèle que je mentionne, quand je parlerai de la preuve de la convergence forte, je travaillerai avec le modèle de configuration. Je mentionne un autre modèle parce que Joel Friedman
ça a l'air d'être son modèle préféré. Donc, c'est le modèle de permutation. Donc ici, D doit être un nombre pair. Donc on a M sommé. On tire au hasard grand M permutation de manière indépendante. Donc on prend des éléments du groupe symétrique. Je vais peut-être le noter avec un... Donc on les tire au hasard selon la loi uniforme et indépendamment. Et ensuite, on met, quand on a un sommet I, on le relie d'une part à sigma. Pour chaque permutation, en fait, on relie I à la fois à sigma k de I et à sigma k-1 de I. Donc chaque permutation, elle donne lieu à 2 arêtes, et les arêtes portent des étiquettes, en fait. Donc en fait, de chaque sommet, il part 2m arêtes, et chaque arête, en fait, porte une étiquette, qui est le numéro de la permutation qui a servi à l'engendrer. Et là, en fait, on a le même résultat, exactement, mais sauf que on a aussi convergence des moments factoriels. Le résultat est le même, sauf que le lambda R est différent. Alors de mémoire, ça fait D-1 à la puissance R plus M plus moins 1 puissance R et moins 1, quelque chose comme ça, sur 2D. Enfin, il y a aussi convergence de la loi de Poisson, qui se voit au niveau des moments, mais le paramètre de la loi de Poisson dépend du modèle, en fait. Voilà, donc là, c'est des exemples de suites de graphes aléatoires qui convergent presque sûrement au sens de Benjamin-Ishram. La limite est par contre déterministe. Alors, un autre modèle important de graphes aléatoires, c'est des modèles de revêtement aléatoire. Donc là, je pars d'un graphe fini qui est fixé. Que je vais dessiner un peu comme ça. Et souvent, en probabilité, une manière de construire un revêtement aléatoire de degré grand N, c'est qu'on prend n copies donc on prend grand N copies de G. Autrement dit, mon nouveau graphe, en fait, c'est sommé les sommets du nouveau graphe, ça va être G croix 1 jusqu'à N. Et en fait, à chaque fois, pour chaque arête orientée,
pour chaque arête orientée de G, donc ici j'ai une arête orientée X, Y, donc pour chaque arête orientée X, Y de G, je tire au sort une permutation. Donc un élément du groupe symétrique d'ordre n. Alors je mets la contrainte que si je prends l'arête orientée inverse, je veux que les deux permutations soient à l'inverse d'une de l'autre. Et par contre, si les arêtes sont différentes, je tire les permutations de manière indépendante. Et dans le nouveau graphe, en fait, donc là, ça c'est plutôt, je vais appeler ça, c'est les sommets de G. G, c'est, il y a des sommets et des arêtes. Donc le nouveau graphe, c'est sommet, c'est V croix 1N. On va relier alors si X et Y étaient voisins dans le graphe d'en bas, comme sur mon dessin, dans le nouveau graphe, je vais mettre une arête entre X et Y, sigma XY de I. Donc ici, j'ai toutes mes copies de X. Et toutes mes copies de Y. Et en fait, je vais les relier entre elles au moyen de... je vais les réorganiser au moyen de ma permutation aléatoire. Donc j'obtiens comme ça Gn, un revêtement aléatoire de degré n de G. Alors quand j'ai un revêtement, je vais peut-être refaire un dessin. Ici, dans G, quand j'ai une géodésique fermée dans G, donc si je prends un point X, on va dire X0, et puis un de ses relevés, quand j'ai une géodésique fermée dans G et que je veux la relever à Gn, je n'obtiens pas forcément une géodésique fermée. D'accord ? C'est vrai dans l'autre sens, si j'ai une géodésique fermée de Gn, elle se projette toujours sur une géodésique fermée, mais inversement, quand j'ai une géodésique fermée de G, ces relevés ne sont pas forcément fermés. Une géodésique fermée, là dans un graphe, ça peut quand même ressembler, donc géodésique ça veut dire non-backtracking, ça peut ressembler à ça. D'accord ? Je fais ça, je fais une boucle et puis je reviens.
Donc gamma, ça va être une succession d'arêtes. Je l'écris comme une la géodésique, elle est de longueur R. Donc gamma, c'est une succession d'arêtes avec la contrainte de ne pas avoir le droit de revenir en arrière par rapport à l'arête suivante. Et si je relève gamma à partir de x0i, donc si ici je pars de x0i et que je regarde le relevé de gamma et que je regarde où j'arrive, je vais arriver à x0j. Et J, alors je vais peut-être écrire les choses dans le mauvais sens, mais je dirais que c'est, ça doit être dans ce sens-là, sigma E1. Il faut se souvenir que Gn, il est obtenu à partir de permutations. Hein. Donc j'ai une application sigma qui à chaque arête orientée associe une permutation. Et donc là, j'espère que j'écris les choses dans le bon sens, mais pour savoir où j'arrive en relevant la géodésique à partir de I, je dois faire sigma E1, sigma E2, jusqu'à sigma ER. Donc le composé des permutations de I. Donc le relevé, les géodésiques qui se relèvent en des géodésiques fermées correspondent au point fixe de cette permutation-là. Donc le nombre de relevés de gamma qui sont toujours fermés c'est égal au nombre de points fixes de sigma ER composé avec sigma ER. Et alors la raison pour laquelle j'ai décidé de partir, ici j'aurais pu partir d'un chemin fermé quelconque, j'ai décidé de partir d'une géodésique fermée et même je vais supposer qu'elle est simple. En fait, voilà, je vais supposer qu'elle ne repasse pas deux fois par la même arête, sauf éventuellement pour le morceau initial. Je vais supposer ça parce que ça va impliquer que cette permutation aléatoire, elle est toujours tirée selon une loi uniforme, sous contrôle de Thiebaud. Hein, j'aurais pu faire ce raisonnement avec une géodésique qui passe plus compliquée, qui passe plein de fois par la même arête, mais je n'aurais pas été sûr ici que cette permutation elle est toujours tirée selon une loi uniforme. Parce que celles-ci, elles sont indépendantes, tirées selon des lois uniformes. Et puis là, je fais juste une conjugaison par le morceau initial. Permutation aléatoire. Donc dans Gn, si je fais l'espérance du nombre de géodésiques fermées simples de longueur plus petit que R ou égal à R. Oui, je vais même.
Ça va m'embêter un petit peu de ne pas fixer le point base. Donc, à x0 fixé, l'espérance du nombre de géodésiques fermés j'ai même fixé x0 égale l'espérance du nombre de relevés de gamma qui sont fermés. C'est l'espérance du nombre de points fixes d'une permutation uniforme aléatoire. Et ça, c'est 1 sur n fois, on peut même dire c'est la somme pour i allant de 1 à n de la probabilité que sigma i soit égal à i. Mais toutes ces probabilités sont égales. Hein. Voilà, c'est n fois la probabilité qu'une permutation tirée au hasard fixe le point 1. Et ça, bah, c'est factoriel n moins 1 divisé par factoriel n. Autrement dit 1 sur n. Donc c'est quelque chose qui est borné. Donc si je me fixe une géodésique ici de fixée, le nombre moyen de relevés qui vont rester fermés est borné. Et puis on pourrait faire pareil avec les moments d'ordre supérieur. Donc ça me montre aussi que Gn il converge. Le nombre moyen en fait, de géodésiques fermées dans Gn, il reste borné. Donc il est petit o de n. Donc là, Gn va converger presque sûrement, et au sens de Benjamin-Ishram, vers la mesure dont on avait parlé tout à l'heure. La même mesure qu'on avait rencontrée donc G tilde, le revêtement universel de G. Du graphe d'origine, et puis D, un domaine fondamental. Ça va, est-ce qu'il y a des questions? Alors pour l'instant, on n'a quasiment rencontré que des exemples où la limite était presque sûrement déterministe. Dans cet exemple, il y a un tout petit peu d'aléa qui est sur le choix de l'origine. Je vais quand même mentionner un exemple qui ne va pas être celui qui m'intéresse par la suite, mais où on a vraiment une limite aléatoire. Ce sont les graphes d'Erdős-Rényi. Donc un graphe d'Erdős-Rényi, je me fixe toujours n sommets. Numéroté de 1 jusqu'à n. Et puis pour chaque paire de points, je mets une arête avec probabilité c sur n.
et puis pas d'arête avec probabilité 1 moins C sur N, et on fait ça indépendamment pour toutes les paires. Et donc C, c'est un paramètre qui est le nombre, C, c'est le nombre moyen de voisins. Alors un petit calcul qu'on peut faire, sans faire une preuve complète, mais pour deviner quelle va être la limite. Par exemple, on peut calculer la probabilité. On va s'intéresser par exemple au point numéro 1 et on va calculer la probabilité qu'il ait petit m voisin. Alors pour qu'il ait petit m voisin, il faut d'abord choisir, je veux qu'il ait exactement un m voisin, il faut d'abord choisir qui vont être ses voisins. Donc ça va être, faut choisir m parmi n-1. Et une fois qu'on a choisi ses voisins, il faut qu'on leur mette une arête, donc c sur n à la puissance m. Et puis, il faut que les autres arêtes ne soient pas pourvues. Et ça, si quand n tend vers l'infini, il y a un 1 sur factoriel m qui va sortir ici. Le reste, ça va faire c à la puissance m. Et là, celui-ci fait du exponentiel moins c. Donc juste au niveau des boules de, finalement, juste au niveau des boules de rayon 1, on voit que c'est une loi de Poisson qui sort. Donc là, j'ai juste calculé la statistique des boules de rayon 1, mais on pourrait faire ça avec des rayons quelconques. Et le graphe limite qu'on obtient, c'est en fait un arbre de Galton-Watson. C'est un arbre, en fait. On peut aussi montrer que la probabilité, que l'espérance du nombre de cycles de taille donnée, elle reste toujours finie. Donc, en fait, le graphe limite, c'est un arbre. C'est un arbre de Galton-Watson où, en fait, à chaque génération, le nombre de descendants, il est tiré au hasard selon une loi de Poisson de paramètre C. Alors, comme vous savez peut-être, en fait, après, le comportement dépend beaucoup de si c est plus grand ou plus petit que 1. Si c est plus petit que 1, cet arbre, il est fini presque sûrement. Si c est plus grand que 1, il a une certaine probabilité d'être infini. Et si vous vous rappelez, on avait démontré que dans tous ces cas-là, en fait, la convergence de Benjamin-Ishram, elle implique la convergence des mesures spectrales empiriques. Donc ici, ça va être des convergences presque sûres. Puisque maintenant les graphes sont aléatoires, donc les valeurs propres sont aléatoires.
Alors quand les graphes sont réguliers, ça ne fait pas de différence de parler de la matrice d'adjacence ou de parler du Laplacien. Dans le dernier exemple, on peut choisir, ce n'est pas la même chose, on peut choisir de s'intéresser au Laplacien ou à la matrice d'adjacence. Et ce que dit alors 1 sur n, donc la mesure spectrale empirique, c'est on met des masses de Dirac en les valeurs propres, qui peuvent être soit celles de la matrice d'adjacence, soit celles du Laplacien. Et je vais l'écrire avec une fonction test. Ça converge du coup presque sûrement, et pour n'importe quelle fonction continue, ça converge vers l'espérance pour la loi limite. Et là, je dois mettre l'opérateur limite. Alors, soit la matrice on va dire par exemple qu'on s'intéresse à la matrice d'adjacence. Donc le graphe limite aléatoire, c'est G avec une origine que j'appelle O. Je prends F de la matrice d'adjacence sur G et j'évalue en la masse de Dirac en l'origine. Alors dans tous les exemples où le graphe limite était déterministe, en fait, il n'y a pas besoin de prendre l'espérance. Et il n'y a que finalement dans le dernier exemple, où le graphe limite est vraiment probabiliste. Et je signale d'ailleurs que pour les graphes de Galton-Wanson, je pense que ce n'est pas encore très bien connu. Donc ça, je peux toujours écrire ça comme l'intégrale d'une certaine mesure. Il y a une mesure limite. Et pour les graphes de Galton-Wanson, je pense qu'on ne connaît pas encore grand-chose sur cette mesure. Par exemple, à partir de quelle valeur de C elle a des parties absolument continues, etc. Donc ça, c'est aussi ce qu'on appelle convergence spectrale faible. Enfin, donc là, c'est la convergence au sens faible des mesures spectrales empiriques. Et je vais dire comme définition de la convergence spectrale forte. Alors ici, comme il suffit en tout cas il suffit de le tester. Je ne sais pas exactement pour l'arbre de Galton-Watson, mais pour les exemples précédents, comme la valence était bornée, il suffit de le tester pour des polynômes. Et on va dire qu'il y a convergence spectrale forte. Si, d'une part, on a convergence spectrale faible, et de plus, la norme de F de la matrice d'adjacence, donc la norme opérateur de L2 dans L2, converge, alors ici presque sûrement, vers le sup des F de lambda sur le support de M. Et ça, si vous vous souvenez de ce que j'avais dit la première fois, en fait, c'est équivalent, c'est quelque chose que j'avais vu dans un article de Bécus et Bélissard, c'est équivalent à la convergence des trous spectraux, ou autrement dit, comme on a affaire ici à des opérateurs bornés, c'est équivalent à la convergence du spectre en distance de Hausdorff. Donc ça, c'est toujours pour tout polynôme.
Donc ça équivaut à dire que la convergence du spectre de la matrice d'adjacence, que le spectre de la matrice d'adjacence converge vers le support de M en distance de Hausdorff. Alors, une petite remarque, c'est qu'il y a pas mal de références où ils ne mettent pas la première phrase. C'était déjà une notion intéressante, mais c'est juste un peu bizarre parce que dans ce cas-là, la convergence spectrale forte n'implique pas forcément la convergence spectrale faible. Après, dans tous les exemples connus où on sait démontrer la convergence forte, on savait déjà démontrer la convergence faible, donc c'est un petit peu une question de savoir ce qu'on juge satisfaisant comme définition, mais voilà, il y a pas mal d'articles où en fait ils mettent pas la première phrase dans la définition, on suppose juste la convergence des normes. Et voilà, la convergence du spectre en distance de Hausdorff, ça n'implique pas la convergence des mesures spectrales. Donc, voilà. Et puis deuxième remarque, ici j'ai supposé toujours que c'était des opérateurs auto-adjoints. Il y a une définition plus générale pour des opérateurs non auto-adjoints, et puis qu'on a plusieurs opérateurs qui ne commutent pas, et que je donnerai peut-être quand je parlerai des travaux de Hagerup et Thorn-Bjornsson. Mais là, c'est vraiment un cas particulier où j'ai juste, pour chaque n, j'ai un opérateur auto-adjoint. Donc c'est un cas particulier d'une définition plus générale. Et en fait, dans tous les exemples, alors je parle dans tous les exemples de graphes réguliers que j'ai donnés plus haut, la convergence spectrale faible, elle découle de la convergence de Banyamini-Schramm, et la convergence spectrale forte, elle a été démontrée récemment. Et voilà, je compte en dire un peu plus à partir de la prochaine fois. Donc à partir de la prochaine fois, le but, ça sera de démontrer, en particulier pour les graphes réguliers aléatoires, qu'il y a convergence spectrale forte en comparant deux méthodes, la méthode d'origine de Joel Friedman et la nouvelle méthode polynomiale de Van Randel et donc les prochaines fois. Pour les graphes réguliers aléatoires. Je ferai pour le modèle de configuration. Mais les deux méthodes, en fait, sont assez générales. La preuve d'origine de Friedman et la nouvelle preuve, la nouvelle méthode qui est due à Chen, Garza Vargas, Trop et Van Randel. Alors j'avais eu quand même envie de dire un mot sur la notion de convergence de Banyamini-Schramm pour des espaces métriques plus généraux que des graphes. Je vais faire ça un peu en résumé en fait. Je vais essayer de pas trop... Il me reste 20 minutes. Je vais essayer de vous dire un petit peu ce qu'on sait faire et quelles notions existent dans la littérature quand on sort du cas des graphes, mais du coup je vais essayer de ne pas trop déborder sur la fois suivante.
Alors, dans le cadre général, j'en avais déjà parlé, on va s'intéresser à des quadruplés formés d'un espace métrique avec un point, des espaces métriques pointés et des mesures. Donc l'espace métrique. Et puis là, je vais mettre un maximum d'hypothèses. De toute façon, les seuls cas qui sont vraiment traités dans la littérature, c'est toujours des espaces localement symétriques à la fin. Mais je trouve que la définition générale est intéressante. C'est des espaces métriques, on va dire, complets. Selon les auteurs, ce n'est pas tout à fait les mêmes hypothèses, mais là, je vais charger la barre, je vais mettre toutes les hypothèses possibles. Complet, séparable. Et puis propre, ça veut dire que les boules fermées sont compactes. Et puis M, ça va être une mesure de radon positive non nulle. Et puis la dernière fois, ou peut-être la première fois, on avait dit ce que ça voulait dire si j'ai une suite. Et puis c'est toujours modulo isomorphisme. Et ici, quand je dis isomorphisme, je veux à la fois que ça soit des isométries qui préservent la... Donc X, c'est un... Donc quand je dis isomorphisme, je veux que la structure métrique soit préservée, je veux que l'origine soit envoyée sur l'origine et que la mesure soit préservée. Je dois vraiment préserver toute la structure. On dit que une suite, ça s'appelle espace métrique mesuré pointé. Et la topologie, alors c'est pareil, selon les auteurs, ce n'est pas tout à fait les mêmes abréviations, mais c'est la topologie de Gromov-Hausdorff pointé mesuré. Hein, c'est Gromov-Hausdorff pointé mesuré. Donc on va dire que une telle suite converge si on peut tout plonger dans un espace plus grand. Donc il y a un grand espace dans lequel on a tout plongé de manière isométrique. Alors je veux que dans cet espace, la distance entre IN, donc les origines doivent se rapprocher. Les mesures doivent converger faiblement. Et ici, on doit tester des fonctions continues à support borné. Et puis enfin, je veux, ça je ne l'avais pas mis la dernière fois parce que j'avais pris la définition un peu que j'avais appelée minimaliste de Gilli, Mondino et Savare, mais dans la plupart des sources, on demande aussi convergence au sens de Gromov-Hausdorff des espaces métriques. Donc, je veux que les boules
que toutes les boules convergent au sens de Gromov-Hausdorff. Donc je veux que si je prends la boule de centre Xn et de rayon R dans le grand Xn et que je l'envoie dans Z, elle se rapproche, elle reste à distance, elle reste dans un voisinage de taille epsilon de X infini. Et puis je veux aussi que si je prends dans X infini la boule de centre l'origine de rayon R et que je l'envoie dans l'espace grand Z, elle soit dans un voisinage de taille epsilon de l'image de Xn. Et ça, c'est pour n assez grand. La dernière fois, je n'avais pas donné cette condition parce que... Mais là, non, en général, en fait, on s'intéresse surtout aux mesures, mais bon, dans la définition d'origine de Gromov, on demande ça. Donc ça, c'est essentiellement une définition duale Gromov. Et à partir de ça, on peut écrire une notion de convergence de Benjamin-Ishram. C'est-à-dire que maintenant, si j'ai une suite Xn j'ai une suite d'espaces métriques mesurés, il n'y a pas de point, et je vais supposer que la mesure Mn est une masse totale finie. Et cette définition, elle est surtout intéressante quand la mesure tend vers l'infini. C'est un peu comme dans le cas des graphes. Je ne vais pas forcément mettre ça dans la définition, mais quand on écrit cette définition, on veut s'intéresser à des espaces métriques mesurés dont la mesure totale tend vers l'infini. J'aurais peut-être dû dire avant, mais comme ce qu'on a fait tout à l'heure, je peux associer... Alors oui, il faudrait que je donne un nom. Je vais essayer de reprendre la notation de tout à l'heure. M étoile, c'est l'ensemble des espaces métriques mesurés pointés à isomorphisme près. C'est ce qui remplace les graphes. Donc maintenant, quand j'ai un espace métrique mesuré de mesure finie, je peux lui associer une mesure de proba sur l'ensemble des espaces métriques mesurés pointés, tout simplement en choisissant au hasard une origine, en utilisant la mesure Mn comme manière de choisir au hasard. Je prends l'intégrale sur Xn. Je vais mettre une masse de Dirac en Xn. Je ne vais pas tout le temps répéter la distance. Je vais pas tout le temps répéter la distance, mais je vais... Ce que je vais appeler Mn1, c'est Mn divisé par sa mesure totale. C'est la mesure Mn. Donc la mesure Mn, il faut plutôt y penser comme tendant vers l'infini. Mais Mn1, c'est je la renormalise et je m'en sers en fait pour choisir au hasard le point base. Donc à chaque fois que j'ai comme ça un espace métrique mesuré, une mesure finie, je peux lui associer une mesure sur l'ensemble des espaces métriques mesurés pointés. C'est la copie de ce qu'on avait fait pour les graphes. Et puis, je vais dire que Xn converge au sens de Benjamin-Ishram. Si nu Xn admet une limite faible.
Alors vous voyez, pour les graphes, j'avais décidé d'emblée de dire que la valence était bornée supérieurement pour être sur un compact. Là, ici, sur les espaces métriques, je n'ai pas mis de choses analogues. Donc, a priori, mes suites comme ça, elles restent pas... Gromov a donné un des critères de compacité qui permettent de dire qu'on a une suite d'espaces métriques. Quand est-ce qu'il va rester dans un compact dans cette topologie? Si on a par exemple une suite de variétés et qu'on a des bornes sur la courbure, on va toujours rester dans un compact. Donc, cette histoire de compacité, je ne vais pas trop la discuter en détail parce que de toute façon, tous les exemples que je vais donner, ça va toujours être des espaces localement symétriques et les suites, elles vont tout le temps rester dans des compacts. Pour l'instant, en fait, ça, c'est une définition qui est apparue pour la première fois dans le fameux article à 7 auteurs. Donc, je ne sais pas si je vais tous les réécrire parce que ça va déjà me prendre 10 minutes, mais j'avais donné les noms, c'est Habert, Bergeron, Biringer, Guelander, Rimbaud, Samet, et il m'en manque encore un, je vais quand même lui mettre au moins son initiale. Si quelqu'un connaît la 7e personne... je vais voir si je le retrouve facilement. Un beau Samet. Nikolov. Il y a un N quelque part. Voilà. Donc ça, c'est un article. C'est dans les années 2011. Et puis, il y a un article de Louis Bowen qui redonne cette définition. Enfin, il y a des variantes, mais qui sont équivalentes. C'est à peu près ces années-là. On commence à trouver cette définition. Encore une fois, la définition générale pour des espaces métriques quelconques, elle est écrite dans ces articles, mais elle n'a pas encore été beaucoup exploitée parce que ces personnes-là s'intéressent essentiellement toujours à des suites d'espaces localement symétriques. Alors, je vais donner les exemples qui sont traités. Alors peut-être, en fait, si je regarde, par exemple, un tore, si je regarde, alors on peut regarder un tore dont une des dimensions va tendre vers 0 et l'autre vers l'infini. Autrement dit, je regarde R sur epsilon z croix R sur Lz, avec epsilon qui tend vers 0 et L qui tend vers l'infini. Là, on voit que ce qu'il faut prendre, ce n'est pas la mesure de volume, il faut diviser par epsilon. Donc M, c'est le volume euclidien, mais si on veut avoir une limite non triviale, si on veut que la mesure limite, il faut le diviser, il faut renormaliser par la taille de la dimension qui tend vers 0. Sinon, à la limite, on obtiendrait une mesure nulle. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, la limite, c'est sans surprise, c'est R. Donc le tore, c'est en fait S epsilon croix SL, il va converger au sens de Benjamin-Ishram. La limite, elle va être déterministe et ça va être une droite avec n'importe quelle origine. Donc, c'est un tore qui devient de plus en plus long dans une direction et de plus en plus fin dans une autre direction. La limite, ça va être une droite et avec n'importe quelle origine. On peut regarder par exemple des suites de surfaces hyperboliques. Par exemple, dont la systole tend vers l'infini. Donc la plus petite géodésique. On peut aussi remplacer ça en disant que pour tout R, le nombre de géodésiques périodiques de longueur plus petite que R
le nombre de géodésiques, quel que soit R fixé, le nombre de géodésiques périodiques plus petit que R est croît en petit taux du volume. Donc là, on prend simplement Mn, c'est le volume. Et puis, oui, je vais supposer que l'air, enfin le volume, je vais supposer que le volume de Xn tend vers l'infini, ce qui est équivalent pour une surface hyperbolique compacte, c'est-à-dire que le genre tend vers l'infini. Et là, la limite, ça converge vers le revêtement universel, hein, c'est le plan hyperbolique muni de n'importe quelle origine. Et plus généralement, alors l'exemple traité dans cet article dit des 7 samouraïs. Donc on prend G un groupe de Lie, semi-simple. Alors, je vais essayer de mettre toutes les hypothèses connexes, sans trivial et sans facteur compact. K un sous-groupe compact maximal. Et on prend X, c'est G sur K, c'est l'espace symétrique associé. Donc, par exemple, si G c'était SL de R, X s'identifie au demi-plan de Poincaré. Donc on retrouve l'exemple des surfaces hyperboliques dans le cas particulier où G est égal à SL de R. Et on prend gamma n des réseaux dans G. Et on suppose, on suppose que, donc on va appeler X, on va appeler Xn, c'est X sur gamma. On va peut-être mettre on va prendre 100 torsions. Dans l'article, en fait, ils autorisent même des orbifolds, mais on va se simplifier la vie. On va supposer que l'action est libre. Donc les Xn, c'est des variétés. Et le principal exemple en fait qui est traité dans cet article, c'est le cas on suppose que le volume, alors je reprends leur notation, ce qu'on note comme ça, c'est les points dont le rayon d'ajectivité est plus petit que R. Donc ça, c'est les points de Xn. Donc on suppose à R fixé, on regarde les points où le rayon d'injectivité est plus petit que R, autrement dit les points qui sont finalement sur une géodésique de longueur plus petite que R.
et on le rapporte au volume total, on veut que la mesure de l'ensemble de ces points soit négligeable. Un cas particulier, c'est toujours le cas où la systole tend vers l'infini. Alors, Xn converge au sens de Benjamin-Ishram vers X, autrement dit, vers la masse de Dirac en l'espace symétrique avec n'importe quelle origine. C'est un peu toujours le même genre d'exemple. Et je vais terminer juste en citant le théorème principal de cet article, de cette samouraï. Le théorème principal, c'est que, en fait, à partir du moment où le groupe G il est de rang plus long, c'est un théorème un peu qui est relié au résultat de rigidité sur les groupes de Lie de rang supérieur. Si le rang de G réel est plus grand que 2, donc par exemple, c'est pas vrai, à partir de SL3, ça va être vrai, et si G a la propriété T, et puis il faut supposer que les gamma n ne sont pas conjugués 2 à 2. Pour éviter, ça c'est pour éviter le cas où on répète sans arrêt le même réseau à conjugaison près. Alors en fait, cette propriété-là, elle est automatiquement vraie. Donc ça, l'exemple de base, c'est SLN, mais à partir de n égale 3. Donc ça, c'était en fait la raison pour laquelle, enfin une des raisons pour lesquelles ils ont introduit cette notion très générale, c'est pour avoir un cadre dans lequel démontrer ce théorème. Que en fait, voilà, si on regarde des groupes de Lie de rang supérieur et des réseaux, en fait, on a automatiquement la convergence de Benjamin-Ishram. C'était ça le théorème qu'il voulait démontrer. Je vérifie que je peux m'arrêter là sans oublier de choses importantes sur ce théorème. Oui, voilà. Donc après, bon, peut-être quand même que ce que je dirais la prochaine fois, c'est que vous vous souvenez, donc pour les graphes, on a dit la convergence de Benjamin-Ishram, elle implique des choses sur la convergence de la mesure spectrale. Ici, il y a des choses analogues. On a des convergences sur la trace du noyau de la chaleur, que j'énoncerai quand même, parce que c'est intéressant. Et ce qui a aussi été démontré à la fois dans des cadres un peu différents par les 7 samouraïs et par Louis Bowen, c'est qu'il y a convergence des nombres de Betti renormalisés. Et quand on est sur des espaces localement symétriques, on peut définir les nombres de Betti en prenant le noyau du Laplacien sur les formes différentielles. C'est ce qui est fait dans l'article des 7 samouraïs. Et quand on est sur des espaces métriques généraux, il faut une notion un petit peu... on ne peut plus utiliser les formes différentielles, il faut utiliser de l'homologie simpliciale. Donc, ça, je donnerai juste les résultats la prochaine fois, et après on passera à la convergence spectrale forte. Voilà, je vous remercie.